Bonjour à tous, membres du Mistral Social Club. Nous sommes très heureux, avec Charlotte et Antoine, de vous retrouver pour une nouvelle chronique consacrée à l'actualité musicale de notre région, Tempo. Ce premier numéro sera consacré à l'un des plus jolis festivals musicaux qui a lieu chaque été, à savoir le Jardin Sonore. Dans ce premier numéro, on vous propose de rencontrer Alexandre Langlais, directeur du festival. Bonjour Alexandre, merci de nous recevoir aujourd'hui sur le domaine de Fontblanche, qui accueille depuis quelques années déjà le festival musical Jardin Sonore. Est-ce que pour commencer, vous pourriez vous présenter et nous raconter l'histoire de ce festival ? Bonjour le Mistral Social Club, merci beaucoup de m'accueillir dans ce très beau domaine de Fontblanche qui, pour répondre à votre question, est à l'origine de ce festival. C'est le lieu qui a guidé cette idée du festival. J'ai découvert le domaine de Fontblanche avec quelques collègues il y a maintenant 7 ans. Je pense. Je ne connaissais absolument pas. Je me suis rendu ici parce que s'y trouvent les locaux du service culture de la ville de Vitrolles, avec laquelle je commençais une collaboration. Et en tombant sur cet espace, je me suis dit, waouh, c'est un petit poumon de verdure dans une ville qui est quand même drôlement bétonnée, on va le dire, à quelques encablures de l'autoroute. Et je me suis dit, bon, il y a peut-être un truc à y faire. J'ai découvert a posteriori qu'il y avait déjà eu des festivals, entre autres les premières Festas du Sud, des Suds avaient eu lieu ici, et qu'il y avait encore des festivals qui s'y tenaient. Je pense évidemment à nos confrères de Free Jazz, enfin Charlie Free pour le jazz, et le festival de dub. Alors, ensuite, la ville de Vitrolles elle-même organise des festivités, je crois Festipichou, entre autres, utilise ce site tout au long de l'année. Donc voilà, c'est le site qui m'a bluffé. J'ai trouvé que voilà, ces platanes centenaires, cette longue allée qui s'appelle en plus l'allée des artistes, se prêtait parfaitement à un festival, et on a commencé donc en 2018 à imaginer un festival à taille humaine. Donc on était justement je pense en novembre 2017 ou décembre 2017 et on est tous allés visiter le site avec les membres de l'équipe, donc de Village 42, de la société qui co-organise avec la ville de Vitrolles cet événement, et on a visité le site, et puis après on a commencé à s'envoyer les propositions. À partir du moment où on a fini ce brainstorming, on s'est dit allez, on va prendre le côté bucolique avec le jardin et le côté sonore avec la musique, et c'est une aventure humaine pour commencer à réfléchir à l'emplacement technique et puis faire évoluer le festival correctement sur ces 6 dernières éditions. Alors, question que beaucoup de gens se posent peut-être, comment tu travailles sur la sélection des artistes et notamment la recherche des artistes, les têtes d'affiche bien sûr, mais les artistes locaux? Alors ça va faire tomber le mythe, c'est d'abord les artistes qui sont disponibles. Il y a une question de disponibilité. Les gens souvent ils me disent « Oh, t'aurais pu faire venir Santana !» Je dis « Oui, mais Santana, tu sais que voilà, pendant 5 ans, ce monsieur ne veut pas tourner. » Donc déjà, il y a une question de disponibilité. Il y a au départ une envie, c'est-à-dire on trace une carte, une espèce de rétro-planning en se disant « Voilà, on aura tel artiste, tel jour, etc. » On imagine la programmation rêvée. Ça, c'est généralement 1 an avant à peu près. Donc là, je suis en train de réfléchir déjà à 2024. J'ai une espèce de feuille de route que je me dis. Et généralement, en octobre de l'année, tout ce plan-là est volé en éclats. Il y a quasiment plus d'artistes qui correspondent entre les deux. La disponibilité, la question, là je parle des têtes d'affiche, des budgets. Il faut rester dans les clous d'un budget tenable. Et c'est de plus en plus compliqué. La concurrence aussi du territoire. On est sur un territoire où il y a un certain nombre d'événements, des événements qui demandent des grosses exclusivités des fois, qui achètent l'exclusivité, 200, 300, 400 km. Donc des fois il y a des festivals, je sais pas, qui peuvent se dérouler à Montpellier ou encore à Toulon et qui mettent une exclusivité sur notre territoire. Donc il faut vraiment jouer des coudes pour essayer soit de faire sauter l'exclusivité, soit convaincre l'artiste de venir à Jardin Sonore parce que c'est vraiment mieux qu'ailleurs. Petit à petit, donc voilà, la programmation va s'élaguer petit à petit. On va finir par avoir une couleur qui se dessine par jour. Moi, j'ai fait le choix et je pense que je vais rester dans cette ligne parce que ça semble convenir de la diversité sur chaque journée. C'est-à-dire d'aller sur une programmation qui va croiser les publics. Alors, ça choque des gens. D'ailleurs, il y a plein de gens sur les commentaires, on voit sur les réseaux sociaux, même qui nous envoient des mails. Ouais, Ben Harper et après Lorenzo, c'est vraiment horrible. Comment vous pouvez nous affliger ça? Et en fait, je leur dis, en fait, c'est ça un festival. Pour nous, en tout cas, la conception de ce festival-là, c'est un festival pluri-esthétique. Et là, très égoïstement, moi, c'est ça que j'ai toujours aimé dans les festivals quand j'y suis allé. Voilà. Et moi, j'ai essayé de garder ça sur Jardin Sonore. Donc, quand les couleurs se mettent à apparaître, là, je peux commencer à me soucier des artistes émergents et des groupes locaux. Et là, je suis assez à l'écoute sur les groupes locaux de ce qui se fait déjà dans les associations locales qui programment eux-mêmes des groupes, des concerts dans leur propre espace. Et je me dis, ok, j'écoute ça, je vois ça, je me dis, ça a du sens. Et je les invite sur Jardin
Jardin Sonore. Cette année, par exemple, le groupe Glitch a fait partie de ces groupes-là. Après, on a des interlocuteurs. Cette année, voilà, avec la salle sismique de Aix, je leur dis, écoutez, vous avez des artistes en résidence, en studio, qu'est-ce que vous trouvez chouette? Et je me plonge plutôt là-dedans. Donc, c'est une programmation qui se fait par étapes et qui fait appel, on va dire, à différents jeux de jambes, de différentes techniques. Voilà pour la programmation. Donc effectivement, pas mal de boulot et du coup des compétences aussi différentes. Vous l'avez rapidement évoqué. Village 42, donc votre société de production qui organise ce super festival. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'équipe? Est-ce que vous êtes nombreux? Et puis, est-ce que vous avez besoin de bénévoles aussi après? Alors évidemment, c'est un festival qui se construit à travers une équipe. Et une équipe couteau suisse, mais une équipe aussi de professionnels. L'équipe de Village 42 est composée de 4 personnes au départ. Donc c'est une petite équipe, mais qui va s'agrandir à partir du mois de décembre, janvier, donc on va dire 6, 7, 8 mois avant le festival, qui va intégrer d'un seul coup un directeur technique, 2 directeurs techniques, des régisseurs scène. On intègre très tôt quand même des équipes de communication. Donc il y a 4 personnes qui travaillent à la communication, 2 personnes cette année qui travaillent à la billetterie. À la fin, Jardin Sonore, si je ne m'abuse, c'est quasiment entre 60 et 70 personnes qui vont travailler sur l'événement. Je rajoute à ça les bénévoles dont vous avez parlé, qui représentent à peu près 70 personnes. Les bénévoles sont absolument à tous les étages de notre organisation et on essaye, depuis la création de ce festival, de fidéliser nos bénévoles. La chance qu'on a, c'est que la plupart reviennent et même certains ont intégré maintenant l'équipe de Jardin Sonore, en tant que salariés, des gens qui étaient arrivés ici il y a 2-3 ans et qui maintenant font partie des membres, on va dire cadres un peu de l'organisation. Je pense que l'expérience du bénévolat, la démarche est belle, il faut la préserver telle qu'elle, quoi. Et c'est hyper important. Donc nous, on a la chance d'avoir une belle équipe de bénévoles, donc voilà, entre 60 et 70 bénévoles qui se répartissent le travail sur les 3 jours pour cette année. On va revenir à cette année, Alexandre. Alors le festival approche. Il se déroulera donc du 19 au 21 juillet sur 3 soirs de concerts comme les années précédentes. Alors qu'est-ce que vous nous avez préparé pour cette 5e édition? Nous résumer un peu les grandes têtes d'affiche, mais aussi les 3 soirs. Cette année, donc comme je le disais précédemment, on l'a voulu avec une vraie diversité musicale sur chaque soir pour que tous les publics puissent se croiser. Évidemment, un festival, c'est un endroit de partage, de découverte. Donc moi, je provoque un peu cette diversité. Voilà, en sachant que je pense que la meilleure façon de rencontrer une musique, c'est de la rencontrer sur scène. Donc voilà, pour le 19 juillet, je vais faire de manière chronologique. On a comme première tête d'affiche Soprano, qui est, on va dire, l'enfant du pays, qui est quelqu'un qui a su, quand même, je trouve, de manière assez intelligente mener sa barque. C'est un artiste de grande variété, qui est, pour le coup, humainement très sympathique. L'image qu'il donne, pour le coup, dans les médias et dans ses disques, est à la hauteur de ce qu'il est vraiment. Et ça, c'est important de le dire, parce que c'est vrai. Et voilà, donc on s'est dit, tiens, on a l'occasion de le faire venir ici pour, justement, créer une soirée un peu familiale, mais tout en proposant en même temps des artistes un peu plus pointus, comme Vakra, comme Luigi, qui touchent des publics pour le coup un peu plus jeunes que Soprano, parce que quand je dis familial, Soprano, voilà, ça va être les très jeunes avec les mamans qui vont venir, c'est ça. Donc il va y avoir un grand écart. Luigi, Vakra, c'est plutôt des ados, des jeunes adultes qui écoutent ça. C'est des artistes qui, pour le coup, n'ont pas des carrières aussi longues que celles de Sopra, qui existent depuis 2, 3, 4 ans, voire un peu moins pour Vakra, mais qui rencontrent tout de suite leur public. Moi, ça me fascine pour le coup, et je trouve ça intéressant de les voir sur scène, parce que c'est d'abord des artistes numériques, c'est d'abord des artistes qui captent leur public par des réseaux que nous on ignore complètement. Ils appuient sur une touche, ils touchent des millions de jeunes, et de les faire venir à Jardin Sonore pour qu'ils se rencontrent avec le public, ça donne toujours des concerts assez drôles, assez cocasses. On a eu la chance, il est aujourd'hui malheureusement décédé ce jeune garçon, mais d'accueillir l'an dernier, on a accueilli Lou Resvald, qui était une des très belles plumes du hip-hop français, de 22 ans je crois, et c'était son premier concert dans la région, il l'a fait sur la scène Prairie, et je revois toute cette espèce de frénésie de toute la jeunesse, des gamins qui avaient 15-16 ans, qui pogotent clairement sur du hip-hop, c'est vraiment qui sont à fond, et cet artiste-là qui est un peu décontenancé parce que c'est une de ses premières scènes, et qui se rend compte de l'énergie de ses paroles et de sa musique, ça c'est ce que j'essaye de créer en faisant venir ces artistes, et je trouve ça très beau, ça sert à ça la musique live. Donc voilà, sur cette soirée
soirée, on accueille, et c'est une des nouveautés 2023, des artistes, des humoristes, pour commencer la soirée en douceur. Doria, qui est une artiste féminine, pareil, du rap urbain, qui monte petit à petit. On commence à avoir un vrai mouvement féminin. Il faut lui donner la parole. Doria en fait partie. Le lendemain, on est sur une soirée, et on terminera, la soirée du 19 avec Petit Biscuit, qui est, pareil, un très bel artiste électro, qui a fait un break pendant quelques années, qui revient par la petite porte, tranquillement. Il souhaite faire des petits festivals, donc il a choisi, entre autres, Jardin Sonore. Et pour garder une ambiance un peu planante, un peu festive, pour boucler cette première soirée. La deuxième soirée, on accueille une grosse tête d'affiche internationale, donc c'est Ben Harper, qui fait partie des grands noms, de ceux qui ont apprécié la musique un peu rock, blues, folk des années 90. Bon voilà, c'est comme on dit, c'est un grand monsieur, c'est un grain de voix, c'est un son de guitare, c'est un groupe The Innocent Criminals qui joue super bien. Donc on a hâte de le voir sur cette soirée, d'autant plus qu'il sera accompagné un peu plus tôt sur cette soirée par John Butler, guitariste australien, qui nous fera l'honneur de jouer en solo. Et le cadre s'y prête. On avait accueilli Asaf Avidan en 2018 ici en solo, et c'est toujours des prestations chouettes. Voilà. Et John Butler, on l'a souvent vu en trio. Là, en solo, j'ai eu pareil la chance de le voir à Montpellier l'année dernière. Ça donne des frissons. Il est tout seul sur la scène, il envoie des sons dans tous les sens, il a une super voix, une super énergie. Il sera donc sur la scène le 20 juillet, entouré d'autres artistes qui n'ont rien à voir avec lui. Lorenzo, artiste complètement atypique, avec une voix complètement nasillarde, un délire complètement particulier. Voilà, il y a un côté un peu, alors ça ferait bondir les rockers, mais il y a un côté punk chez ce gars qui fait n'importe quoi, qui se moque de tout, qui provoque, provocation gentille, parce que c'est vraiment pas des méchants garçons, qui me plaît dans le délire d'un gars comme Lorenzo. Toujours une ouverture de soirée avec des humoristes. Quant au dernier jour, le 21 juillet, Chaka Ponk, donc, qui annonce la dernière soirée, la dernière tournée, et qui fait son seul festival dans le sud à Jardin Sonore. Voilà. Donc ça fait partie des petites exclus que l'on a. Un groupe énorme dont je veux parler, que les gens connaissent pas obligatoirement en France, qui s'appelle Vintage Trouble, qui est un énorme groupe de rock californien, qui a fait la première partie des Stones, qui a fait la première partie d'ACDC, avec un chanteur qui a une voix soul énorme. Donc ça va être, je pense, une des grosses révélations de la soirée, en tout cas un des lives qui va rester. Les Anglais Lovejoy, qui sont connus pour étant des youtubeurs, pour le coup anglais. C'est des jeunes gars qui ont des millions d'écoutes sur YouTube, qui sont vraiment des très grosses stars en Angleterre. Pareil, des artistes qui ont percé via des réseaux comme Discord, des choses comme ça. Donc pas du tout des gars qui sont identifiés dans les réseaux classiques, mais qui viendront proposer une pop assez chouette, un peu à la Blur, quoi. C'est des gars qui ont 20 ans, mais ça joue super bien. Il y a un côté un peu british qui est quand même hyper appréciable. Qu'est-ce qu'on a encore le 21 juillet? J'en oublie. Zola, justement, qui fait partie de ces rappeurs, très dans une ambiance américaine. Il a beau avoir une vingtaine d'années, il est dans une espèce de mimique un peu à l'américaine, mais il se produisait hier à Arles au Théâtre Antique, avant-hier. Il y a une espèce d'énergie dans cette musique, d'énergie que lui renvoie le public, qu'on a hâte de voir au Domaine de Fontblanche. Voilà. Merci Alexandre, c'est assez complet là. Au niveau des affiches, je pense qu'on a un beau programme, et bien sûr on diffusera l'affiche complète. Est-ce qu'il y a une rencontre particulière sur les 6 années qui t'a marqué le plus? Une petite anecdote que tu devrais nous raconter, nous qui ne sommes pas dans les coulisses comme toi. Il y en a plusieurs, ça ne va pas être évident de choisir. Alors déjà, les artistes, quand ils arrivent ici, quels qu'ils soient, ils sont quand même super contents d'arriver ici. C'est pas pour obligatoirement nous passer de la pommade, mais on a une équipe accueil artiste qui est exceptionnelle. Quand ils arrivent sur le site, ils sont quand même ravis de découvrir que c'est un petit écrin de verdure. Ils sont reçus dans la bâtisse, donc c'est plutôt chouette. Gaël Faye a été un artiste que j'ai trouvé beau, parce qu'on sait ce que c'est que de donner un concert. En plus, ce jour-là, il faisait particulièrement chaud. On était en sortie de Covid. C'était donc en 2021. C'est un vrai artiste, Gaël Faye. C'est un écrivain, c'est un gars qui est très sensible. Ses textes sont d'une vraie puissance. Et il a pris le temps. Tu parlais des bénévoles, du public. Il y avait peut-être, une petite centaine de personnes qui voulaient le voir. Il s'est mis là, juste derrière, au niveau des loges. Et il a vu les 100 personnes jusqu'à 1h du mat, toutes les personnes une par une qui sont venues échanger. Et je le voyais, ce gars-là, il regardait les gens dans les yeux,
il parlait avec eux, il était connecté avec eux. Et là, je me suis dit, waouh, là, il y a du gros niveau de sensibilité. Vraiment, il est là, il sait pourquoi il est là, il est ancré dans un truc. Et ça m'a vraiment touché. Ensuite, Mathieu Chédid, l'année dernière. Mathieu, voilà, bon, qui est un habitué des scènes et tout, on pourrait se dire qu'il y a une lassitude. Et ben Mathieu Chédid, il arrive, il dit moi je veux voir les équipes. Donc voilà, on arrive, on est en loge, et puis il me dit raconte-moi l'histoire du festival, raconte-moi l'histoire du coin, etc. J'ai fait un petit tour tout à l'heure, j'ai vu tel truc, il y a des jardins partagés là-bas, c'est quoi et tout. Il s'intéresse. Et ça, c'est hyper agréable. Et il considère vraiment le public, les équipes du festival. Orelsan, très sympa aussi, très sympa, qui tout de suite, voilà, c'est pas du tout des artistes fermés, c'est des artistes qui disent on a vraiment envie de faire la fête. Le festival que vous avez, il donne envie de faire la fête. Donc entre autres, c'est des réflexions qu'on a eues de la part d'Orelsan. Voilà pour les petites, les anecdotes positives. Bon, Alexandre, il reste encore des places, je sais, tu nous rassures. Hein, donc on rappelle, hein, c'est du 19 au 21 juillet. Il y aura quelques éléments sur le site Mistral Social Club. On va te laisser le dernier mot de la fin. Et te remercier encore avec Charlotte et Antoine d'avoir accueilli dans ce magnifique parc où le soleil sera là en juillet. Ben, vraiment merci à vous, le Mistral Social Club, d'avoir donné la parole, d'avoir échangé à travers vos nombreuses questions. Et j'aime être interpellé par des acteurs comme vous, parce que je pense que c'est aussi comme ça, en prêchant la bonne parole, qu'on arrive à capter des gens. Je sais que les gens qui rentrent dans la bulle du Jardin Sonore, ils sont ravis d'avoir fait un petit tour entre les platanes. Et donc c'est pour ça que je parle beaucoup, parce qu'on croit vraiment en ce projet, que c'était pas évident de monter un festival. Beaucoup de gens nous ont dit mais lancer un festival à Vitrolles, gars, ça va être compliqué. Pourquoi tu le fais pas ailleurs, dans une ville entre guillemets plus sexy? Mais j'ai eu souvent cette réflexion-là. Vitrolles? Mais pourquoi? Je dis justement parce que voilà. Parce que tu me poses la question qu'il y a un truc à faire, et bien au-delà des enjeux, encore une fois, musicaux. Il y a vraiment derrière l'engagement de ce qu'est la culture d'un point de vue social, d'aller travailler dans des endroits où rien n'est gagné, et que amener un événement comme ça, dynamique de musique actuelle, ça permet de travailler sur plein de tableaux. Les tableaux sociaux, les travaux culturels, les travaux politiques, les travaux de plein de choses. Il y a toute une phase immergée de l'iceberg que j'aime considérer. Donc voilà, le mot de la fin, je le vois là. À tous ceux qui connaissent Jardin Sonore, qu'on est ravis de les accueillir à nouveau du 19 au 21 juillet prochain. À tous ceux qui ne connaissent pas Jardin Sonore, qu'on est impatient de leur faire découvrir notre belle programmation et notre délicieux site de Font Blanche.